Ma femme m'a envoyé « Ne sois pas jaloux ». J'ai envoyé une vidéo. 23 appels manqués. Je prends des cours de surf, dit-elle, pieds nus dans la cuisine, le visage allé et joyeuse comme une adolescente à la poursuite de l'été. Elle marqua une pause, attendant ma réaction. J'attendis aussi. Elle tapota le comptoir. Chaque samedi devrait être amusant. Je levai les yeux de mon café. Avec qui? Elle le dit vite, comme on arrache un pansement. Marc. Le nom atterrit lourdement. Son ex. Celui qui apparaissait encore parfois dans des histoires. Des histoires drôles, des souvenirs inoffensifs, des échos du passé, du moins c'est ce que je pensais. Elle vit la façon dont mes yeux se plissèrent et ajouta immédiatement « Ne te tracasse pas ». Son ton n'était pas dédaigneux. C'était le contraire. Coaxant, prudent, comme si elle l'avait répété dans sa tête des dizaines de fois. Je suis marié à Sophie depuis 8 ans. Je sais quand quelque chose est répété. Tu vas surfer avec ton ex tous les week-ends, demandai-je lentement, posant ma tasse. Elle haussa les épaules comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Il connaît le meilleur instructeur. En plus, il surfe déjà. Ça a du sens. J'ai toujours voulu essayer. Tu détestes l'eau froide. Elle sourit à nouveau, plus crispée cette fois. Les combinaisons de plongée aident. Elle portait déjà la nouvelle. Du néoprène moulant chaque courbe. La fermeture éclair descendant comme une traînée de tentation le long de sa colonne vertébrale. Je mentirais si je disais que je n'avais pas remarqué à quel point elle était belle dedans. Et peut-être était-ce le but. Elle avait l'air vivante d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Plus mince, plus tonique, soudain avide de trajets à l'aube et de défis physiques. Toute chose que je n'avais pas vue chez elle depuis avant moi. Si je suis honnête. Tu n'aimes même pas Marc, dis-je à moitié en riant. Elle baissa les yeux vers son smoothie, soudain fascinée par le mélange en spirale de choux frisés et de mangue congelée. Nous avons dépassé la partie gênante. Nous sommes amis maintenant. C'était une autre phrase qu'elle avait probablement répétée. Amis maintenant, n'est-ce pas? Je voulais en dire plus. Je voulais faire remonter la vérité à la surface comme un corps des eaux profondes. Mais je restais silencieux, ravalant toute suspicion qui montait en moi. Au lieu de cela, je souris. Très bien, amuse-toi bien. Ses épaules se relâchèrent. Elle se pencha sur le comptoir et m'embrassa. Un baiser qui avait le goût de mangue et d'excuse. Ses lèvres s'attardèrent juste une demi-seconde de trop, comme si elle surcompensait. Je l'embrassai en retour, mais je n'embrassais pas ma femme. J'embrassais la version d'elle qui voulait que je croie, et je le remarque toujours. Le samedi suivant, je la regardais remplir la voiture, serviettes, planches, écran solaire, GoPro, tout l'équipement de quelqu'un qui vivait soudainement pour l'océan. Son rire résonna de l'allée alors qu'elle prenait un selfie près de la voiture. Une notification apparut sur son téléphone. Je ne la vérifiai pas. Je n'en avais pas besoin. Le ton de sa voix quand elle prononça son nom me dit tout. La première graine de doute avait été plantée des semaines auparavant. Elle avait grandi en une tempête silencieuse dans ma poitrine. Quand elle partit, je m'assis sur le porche. Pas de musique, pas de podcast, juste du café et la brise marine qui ne sentait plus la liberté. Elle sentait quelque chose qui s'échappait. Elle revint vers midi, les cheveux mouillés dégoulinant sur son débardeur, les joues rouges de soleil et d'effort. Elle rayonnait, et pas d'une manière, j'ai passé un bon moment. C'était une lueur que je me souvenais de nos débuts. Après le sexe, après l'évasion, après tout ce qui la faisait se sentir désirée. Elle m'embrassa en guise de bonjour, ses bras s'enroulant autour de mon cou comme si tout allait bien. Sa peau était chaude, son souffle sentait le baume à lèvres à la noix de coco et le sel de mer. Elle pressa son corps contre le mien comme s'il m'appartenait encore. Je l'embrassai plus fort que je ne l'avais voulu. Elle recula, souriant comme si elle avait réussi un test. Tu m'as toujours manqué, dis-je, et je le pensais, même quand je n'étais plus sûr de qui elle était. Cette nuit-là, je lui fis l'amour. Peut-être par peur, peut-être parce qu'elle semblait plus éloignée que d'habitude, et je voulais la ramener à moi avec mes mains, ma bouche et mon souffle. Elle répondit, avide, réactive, mais distraite. Il y eut un moment où je la tenais doucement épinglée sous moi, ses doigts noués dans les draps,
ses yeux se fermèrent, et elle murmura un nom. Pas le mien. C'était doux, presque inaudible, mais incomparable. Marc. Mon rythme ne faiblit pas. Je continuai. Je l'embrassai plus profondément. Je la fis gémir plus fort comme si je pouvais étouffer ce nom. Elle ne le remarqua même pas. Quand elle jouit, ce fut explosif. Son corps s'arquant sous moi, ses ongles griffant mon dos comme si elle essayait de se raccrocher. Mais quelque chose n'allait pas, comme si elle poursuivait quelque chose dans sa tête que je ne pouvais pas voir. Après, elle se blottit contre moi, essoufflée, satisfaite. Elle s'endormit rapidement. Je fixai le plafond, comptant les respirations, comptant les fissures, comptant les façons dont je savais déjà. Le dimanche matin, elle m'offrit du café au lit, m'appela beau, m'appela mon chéri de cette voix chantante qu'elle n'avait pas utilisée depuis nos jeunes années de mariage. Je souris, jouai le jeu, embrassai ses phalanges, mais dans l'espace silencieux entre ses pas et le bruit du moulin en bas, j'ouvris son téléphone juste une fois, juste assez longtemps pour voir le fil de discussion, le nom, Marc, les messages. J'ai hâte le week-end prochain. Je pense encore à quel point nous étions proches sur cette dernière vague. Tu étais incroyable dans cette combinaison. J'avais envie de l'enlever là, sur la plage. Je verrouillai le téléphone, le remis exactement où je l'avais trouvé, et je souris parce que la corde lui avait été donnée, et elle ne savait même pas qu'elle pendait déjà. Je le remarquai le deuxième vendredi d'affilée. Au début, ce n'était que des choses subtiles, rien de flagrant, rien d'incriminant. C'est toujours comme ça que ça commence. L'amour vous aveugle à l'évidence, mais une fois que le doute s'installe, il aiguise votre vision comme du sable dans les yeux. Elle commença à se doucher vers 16h30 au lieu d'après le dîner comme avant. Et ce n'était pas des douches rapides pour se rincer la journée. C'était des douches complètes, avec playlist à gogo, exfoliation de chaque recoin, comme si elle se préparait pour un rendez-vous. Elle en sortait vêtue de satin, pas le peignoir épais et confortable dans lequel elle s'enveloppait toujours, mais une courte robe rose pâle qui atteignait à peine la mi-cuisse. Sa peau encore rosée, les cheveux enveloppés dans une serviette. Elle sentait la vanille et la confiance. Je m'assis à la table de la cuisine, faisant semblant de consulter les scores sportifs, mais je ne faisais que la regarder. Chaque mouvement semblait organisé, comme si elle se produisait devant un miroir. « Tu n'étais pas censé aller quelque part ?» demandai-je, en gardant ma voix décontractée. Elle sourit sans montrer les dents. Juste les coins de ses lèvres se recourbant comme un secret. Juste sortir. Léa et moi allons prendre un verre. C'était 2 semaines d'affilée. Soirée entre filles de retour en rotation. Elle m'embrassa sur la joue, laissant une légère trace de gloss. « Ne te tracasse pas », dit-elle à nouveau. Cette phrase maudite. Plus elle la disait, plus je réalisais que c'était elle qui se tracassait, essayant de couvrir ses traces avant même que j'aie demandé où elle menait. Elle partit d'un pas léger, ses talons claquant sur le parquet comme des marques de ponctuation. J'attendis que ses feux arrière disparaissent dans la rue avant de me lever. Dans la cuisine sombre, le verre de vin qu'elle avait laissé près de l'évier portait encore l'empreinte de ses lèvres. Une teinte différente de celle qu'elle portait au petit déjeuner. Je le nettoyai lentement, puis j'attendis. Le 3e vendredi, ses habitudes étaient indéniables. Elle s'épilait les jambes le jeudi soir, puis passait tout le vendredi en mode ce que j'appellerais séduction décontractée. Jean serré, débardeur doux, soutien-gorge à peine assez épais pour compter. Elle traversait la maison comme une brise qui voulait être poursuivie. Je ne l'ai pas poursuivie. Je l'ai observée. Je suis devenu immobile, silencieux. Le genre d'homme qui remarque tout parce que son cœur ne trouble plus son esprit. Vers 17h, je sentis à nouveau le parfum. Pas seulement du parfum, son parfum, ce parfum étranger qui ne correspondait à rien sur mon étagère. Quelque chose de cuiré et épicé, comme du sexe mis en bouteille et étiqueté, imprudent. Je le suivis à l'étage. Son sac de sport était affalé à côté du lit. Je l'ouvris. À l'intérieur, une serviette, un bikini, un parfum de voyage, une clé de chambre d'hôtel dont le numéro était flou par le pouce, la graisse et le temps. Pas de reçu, pas de note, juste l'aura indubitable de quelqu'un qui ne se cachait pas bien parce qu'elle ne pensait pas que je regardais. Ce fut sa première erreur. Je ne l'ai pas affrontée. Au lieu de cela, je me suis rendu invisible, l'ai laissé construire son monde sans interférence.
Quand elle est revenue tard ce soir-là, les joues rougies et les lèvres gonflées comme si elle avait été embrassée plus d'une fois, je l'ai accueillie avec une chaleur tranquille. « Bonne soirée » demandai-je, tournant une page dans le roman que je ne lisais pas vraiment. Elle hocha la tête, retirant ses talons comme la jumelle plus sombre de Cendrillon. Oui, Léa était hilarante ce soir. Je fermai le livre. On devrait inviter Léa un de ces jours. Ça fait longtemps. Elle cligna des yeux, hésita. Bien sûr, je lui demanderai. Elle ne le ferait pas. Il n'y avait plus de Léa. Cette nuit-là, elle se blottit contre moi, ses membres s'enroulant autour des miens, sa peau encore parfumée par le toucher d'un autre homme. Je la tenais. Je ne l'ai pas embrassée. Je n'ai pas tressailli. Je laissai la culpabilité fermenter. Le 4e vendredi, ce n'était plus du déni. C'était une routine. Elle passait la majeure partie de la journée à fredonner, à envoyer des SMS avec un écran gardé, à rire de choses qui n'existaient pas dans notre monde partagé. Son téléphone vibrait souvent, toujours face cachée, toujours zippé dans son sac comme si c'était quelque chose de sacré. Ce soir-là, je me servis un whisky, m'assis sur le porche et la regardai repartir en voiture. Sa silhouette au volant semblait plus légère, comme une femme libérée, comme si elle avait laissé son alliance dans un tiroir quelque part juste pour la nuit. Je pris une gorgée et laissai la brûlure me rappeler que j'étais toujours éveillé dans ce cauchemar. Il ne s'agissait même plus de Marc. Il s'agissait de la familiarité de la trahison, du rythme, de la lâcheté. C'était un déjà-vu en temps réel. Parce que la vérité sur la tricherie est qu'elle n'est jamais spontanée. Elle est préméditée. C'est un rituel. Le toilettage, la fantaisie, la justification. Ils appellent ça faire une erreur, mais il y a trop de préparation pour que ce soit accidentel. Sophie vivait dans ses rituels maintenant. Les rendez-vous chez le coiffeur, les messages secrets, les séances de sport dont elle ne se souciait jamais auparavant. J'observais tout cela se dérouler avec un détachement chirurgical. Et je buvais mon café comme un moine se préparant à la guerre. Le samedi matin, elle était à la maison tôt, trop tôt. Elle entra dans la cuisine en ne portant qu'une de mes vieilles chemises. Sans soutien-gorge. C'était-on des suggestions trop sombres sous le coton? Elle s'appuya contre le réfrigérateur et me fit ce sourire à nouveau. Le doux avec trop de douceur. Je ne levai pas les yeux de mon ordinateur portable. Pas de surf? Elle s'étira, la chemise remontant sur ses cuisses. Les vagues étaient faibles. Dommage. Elle se déplaça derrière moi, ses bras drapés sur mes épaules. Elle pressa ses lèvres sur mon cou. « Tu as été si gentil ces derniers temps », murmura-t-elle. Ce n'était pas un compliment. C'était un avertissement, une façon de me rappeler que sa paix venait avec des cordes, que si je tirais trop fort, je risquerais de nous étrangler tous les deux. Je levai la main, pris la sienne et embrassai ses phalanges. « Je cherche à plaire », dis-je. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vise. Cet après-midi-là, je vérifiai la bouteille de parfum dans la salle de bain. Elle avait changé d'étagère. Celle qu'elle réservait pour le sexe n'était pas à sa place. La serviette dans le panier à linge sentait le chlore et l'océan, mais nous n'avons pas de piscine, et la plage était trop froide pour nager. Juste sous la peau. C'est ainsi que la vérité se révèle. Pas avec une explosion, avec une lente, tranquille décadence. Trop parfaite à l'extérieur jusqu'à ce que vous mordiez et trouviez le noir en dessous. Je n'avais pas l'intention de la suivre. Pas au début. C'est ainsi que je sais que je ne cherchais pas la vengeance. Je n'étais même pas encore en colère. Juste vide, un homme suspendu dans le silence, essayant de voir s'il comptait encore dans sa propre vie. Mais le 3e samedi, la curiosité est devenue quelque chose de plus vif. Elle est partie juste avant 7 heures du matin. Le même schéma, serviette sur l'épaule, bikini dépassant sous un léger paréo, planche attachée sur le toit. Elle m'a embrassé sur le front comme une mère apaisant son enfant. Pas une femme embrassant son mari. Je serai de retour vers midi, a-t-elle dit. Ne m'attends pas. Sois prudente, ai-je répondu. Ma voix si calme l'a fait regarder en arrière 2 fois. Elle ne savait pas que j'avais déjà fait le plein la nuit dernière. Ne savait pas que j'avais programmé sa destination dans un téléphone séparé. Un que je gardais éteint et hors de vue. 10 minutes après son départ, j'ai suivi.
Le trajet était facile, familier. Elle a pris la route côtière, la panoramique, la longue. Peut-être pensait-elle que c'était romantique. Peut-être cela lui donnait-il le temps de devenir quelqu'un d'autre à son arrivée. Je me suis garé à quelques rues du chemin d'accès public menant à la plage des Sables, un spot de surf populaire hors saison. Calme, sauvage, parfait pour quelqu'un cherchant à rester sous le radar. J'ai attendu dans l'ombre d'une falaise ombragée. Lunettes de soleil, application appareil photo ouverte, cœur battant comme une mine terrestre, attendant la preuve. Et puis je les ai vus. Elle n'était pas seule. Ils se sont rencontrés juste au-delà des dunes. Il portait sa planche sous un bras, une serviette jetée nonchalamment sur son épaule, et le même sourire à moitié stupide qu'il arborait sur les quelques photos Facebook encore taguées de leur passé. Marc, en forme, pieds nus, torse nu. Sophie s'est illuminée quand elle l'a vu. Ce sourire, le vrai, celui qu'elle ne me donnait plus. Elle a marché droit dans ses bras. Pas une étreinte rapide d'amis, pas une tape polie. Une étreinte profonde et complète, peau contre peau, joue contre cou. Ses mains se sont posées bas sur son dos, ses doigts se recourbant légèrement. Familier, possessif. Elle n'a pas résisté. Elle s'est fondue en lui. Ma poitrine s'est serrée. Pas comme une douleur, comme une suffocation lente et mesurée. Le genre qui s'accumule pendant des semaines de mensonges avec une voix douce et des touches chaleureuses. J'ai pris la photo. Juste une, juste assez. Puis j'ai regardé. Ils ont posé leurs serviettes côte à côte, trop près pour des amis. Sa tête penchée en arrière dans un rire. Son regard s'est baissé et s'est attardé. Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval, et il a tendu la main pour fixer une mèche rebelle. Leurs jambes se sont frôlées. Leurs mains se sont touchées avec désinvolture, à plusieurs reprises, dans ce rythme indubitable de deux personnes dont les corps se connaissaient. Ils ne se sont pas embrassés. Pas encore. Pas ici. Cela viendrait plus tard. J'en étais sûr. Finalement, ils pagayèrent, sa planche vacillante sous elle, sa confiance stable à ses côtés. Je regardais depuis la falaise, l'appareil photo pointé comme une lunette de sniper. Chaque instant que j'enregistrais n'était pas une preuve pour le tribunal. C'était une preuve pour moi-même. J'avais besoin d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'espérer. Au moment où ils eurent de l'eau jusqu'à la taille, elle rayonnait, comme si elle avait laissé son ancienne vie sur le rivage, comme si j'étais devenu une ombre à laquelle elle n'avait plus à penser. Je partis avant qu'elle ne revienne. Je ne pouvais pas regarder le moment des cheveux mouillés, le partage des serviettes, l'inévitable rapprochement. Ce n'était pas que je ne pouvais pas le supporter. Je n'en avais juste pas besoin. J'avais déjà ce que j'étais venu chercher. Sur le chemin du retour, les routes me semblaient étrangères. Je voyais des flashs, son sourire, son toucher, la façon dont leur corps s'accordait comme une habitude. Ma prise sur le volant resta ferme, mais mon pouls me trahit. Je m'arrêtai une fois juste en dehors de la ville. Garé à une station-service dont je n'avais pas besoin. Je restai là 10 minutes à fixer la seule photo sur mon écran. Sophie dans ses bras, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes, confiante. C'était ça qui me tuait. Pas le sexe, pas même les mensonges. C'était la facilité. La façon dont elle lui faisait confiance à nouveau. Comme s'il n'y avait aucun coup à briser la fondation que nous avions construite. Comme si j'avais simplement expiré. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je fixais simplement l'image jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus mal. Elle entra juste après midi, les cheveux humides, la peau rougie. Cette lueur post-surf qu'elle n'avait jamais eue. Elle jeta ses clés dans le bol et ira dans la cuisine comme si rien au monde n'était brisé. La plage était parfaite aujourd'hui, dit-elle, fouillant dans le réfrigérateur. L'eau était froide mais rafraîchissante. Je la regardais depuis le couloir, laissant le mur masquer mon visage. Tu as pris des vagues. Elle rit. Quelques-unes, je travaille encore mon pop-up, mais Marc dit, elle s'interrompit, réalisant qu'elle avait dit son nom trop facilement. Ses yeux se posèrent sur les miens, évaluant. Je souris. Oui. Elle cligna des yeux, le sourire vacillant. Il dit juste que j'ai un bon équilibre. C'est tout. MMM. Elle referma lentement le réfrigérateur. Je vais prendre une douche.
J'acquiesçai. Fais ça. Elle m'embrassa à nouveau. Sur le front. Toujours le front maintenant. Sûr, neutre, dépourvu de passion. Et je la laissai faire parce que je voulais qu'elle continue de croire que je ne savais pas. La corde se resserre toujours mieux quand ils la tiennent eux-mêmes. Je restai seul dans la cuisine à regarder la condensation perler sur le côté de sa bouteille d'eau. Je n'avais plus besoin de deviner. Je n'avais plus besoin d'espérer et je n'avais certainement pas besoin de la confronter sans fait. Elle me donnait une histoire. Je me préparais à y mettre fin. Elle est rentrée différente après ce samedi, comme si elle avait quelque chose à prouver. Elle a franchi la porte avec un pas léger, les joues rougies par le soleil et les yeux brillants, mais pas de la même luminosité que j'avais vue à travers l'objectif sur la falaise. C'était une lumière travaillée. Une chaleur jouée. Elle a ramené des pâtisseries du petit café français de l'autre côté de la ville. Celui où elle détestait faire la queue. Je me suis dit qu'on pourrait se faire plaisir, a-t-elle dit en posant le sac sur le comptoir avec panache. Des tartes au citron, tes préférées, n'est-ce pas? J'ai acquiescé lentement. Je n'en ai pas eu depuis des années. Elle a ri trop fort. Exactement. Il est temps d'y remédier. Je l'ai regardé déballer la boîte avec un soin exagéré, comme une mère préparant le gâteau d'anniversaire de son enfant. Elle a même réchauffé les assiettes, des petits détails qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas elle. C'est ça, la culpabilité. Elle ne se manifeste pas toujours par le silence ou la distance. Parfois, elle joue la comédie. Elle surcompense. Elle essaie de réécrire le scénario en jouant le rôle du partenaire parfait. Et Sophie, elle le jouait trop bien. Elle s'est penchée par-dessus l'îlot et m'a embrassé, les lèvres douces, l'haleine mentholée, les yeux cherchant en moi toute trace de suspicion. Je ne lui ai donné qu'un sourire. La première règle de la guerre est de laisser votre ennemi croire que le terrain est sûr. Au cours des jours suivants, elle s'est transformée en quelqu'un de nouveau. Elle a cuisiné 3 soirs d'affilée. Cuisiné, pas réchauffé. Je suis rentré le mardi et j'ai trouvé du saumon glacé au balsamique, une salade préparée à la main, et elle dans un déshabillé noir que je n'avais pas vu depuis la lune de miel de notre mariage. Elle a versé mon vin avant le sien. A demandé comment s'était passée ma journée, s'est assise avec ses jambes touchant les miennes sous la table. Mon Dieu, ça m'a manqué, a-t-elle dit en me brossant le genou. Ça, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise un instant, comme si elle ne s'attendait pas à être défiée. Nous. Juste dîner, parler, être proches. Oui, ai-je dit en sirotant mon vin. Moi aussi. Elle avait l'air si soulagée, j'ai presque eu de la peine. Presque. Cette nuit-là, elle est venue au lit sans rien. Elle s'est glissée sous les couvertures et s'est blottie contre moi sans un mot, ses doigts explorant ma poitrine comme si elle cartographiait un vieux terrain. Quand ses lèvres se sont pressées contre mon cou, chaudes et sans hâte, je les laissai faire. Je voulais savoir ce qu'elle offrirait. Elle m'a attiré près d'elle, m'a chevauché avec ce mouvement lent et familier des hanches, mais ce n'était pas familier. Pas vraiment. Son rythme était différent. Ses gémissements forcés, répétés. Le sexe ressemblait à un souvenir joué par obligation, comme si elle faisait l'amour pour prouver quelque chose. Je l'ai laissé me chevaucher, la laissant griffer mon dos, la laissant murmurer mon nom avec trop de souffle et trop peu de conviction. Quand elle a joui, ce fut silencieux, le visage enfoui dans ma poitrine, se cachant. Après, elle n'a pas couru à la salle de bain. Elle s'est blottie contre moi, sa jambe accrochée à la mienne comme une femme essayant de se recoudre dans les coutures de notre vie. J'ai embrassé ses cheveux, caressé sa cuisse, et n'ai rien dit. Le lendemain matin, elle s'est levée avant moi pour préparer le petit déjeuner. Sophie, qui n'avait pas cassé un œuf depuis des mois, était devant la cuisinière, retournant des omelettes comme si elle auditionnait pour une émission de cuisine. Café, a-t-elle demandé, trop joyeusement. Je me suis assis à table et les regardai bouger. Tout en elle était un effort. Trop d'efforts. Ses baisers s'attardaient plus longtemps. Ses yeux rencontraient les miens plus souvent. Elle était prudente avec son téléphone, mais pas secrète. Elle voulait que je voie qu'elle envoyait des SMS à Léa. Elle voulait que je demande. Je n'ai pas demandé. Elle a recommencé à utiliser des termes comme « nous » et « on ». On devrait refaire ce petit chalet cet automne,
a-t-elle dit mercredi soir en se brossant les cheveux devant le miroir. Tu te souviens de ce voyage au lac des Cèdres? C'était parfait. Oui. J'ai dit, c'était toi et moi. Nous étions si bien alors. Elle l'a dit avec cette douce et mélancolique espérance, comme si nous avions tous deux perdu notre chemin, comme si elle n'avait pas arraché la carte en suivant les empreintes d'un autre homme dans l'océan. Jeudi, elle m'a appelé au travail. Je voulais juste entendre ta voix, a-t-elle dit. J'ai fait une pause, l'écoutant respirer à l'autre bout. Tout va bien, ai-je demandé. Elle a hésité. Oui, je ne sais pas. Je t'aime, c'est tout. J'ai attendu un instant de trop, puis. Je t'aime aussi, parce qu'une partie de moi l'aimait encore et une partie de moi pleurait celui que j'étais. La version de moi qui ne savait pas encore. Celle à qui elle n'avait pas à mentir. Vendredi soir, elle portait de la lingerie. L'ensemble rouge avec des bretelles en dentelle à peine là. Elle ne l'avait pas porté depuis plus d'1 an. Nous avons fait l'amour à nouveau, plus lentement cette fois. Elle était plus douce, plus présente. Et après, elle a pleuré, pas en sanglotant, juste des larmes silencieuses contre la courbe de mon épaule. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je l'ai juste serrée comme si elle était à moi. Elle pensait m'avoir dupé, mais je ne jouais plus au même jeu. Le lendemain matin, elle a fait des gaufres. Elle chantait en fredonnant une chanson indie pop qui passait dans les surf shops et les cafés. Elle a même esquissé quelques pas de danse dans la cuisine, les hanches se balançant. Quand elle m'a vu la regarder, elle a souri, radieuse, éclatante, comme si rien n'allait mal. Elle m'a embrassé sur la bouche. J'adore les samedis, a-t-elle murmuré. Je lui ai rendu son sourire. Va attraper ta vague, ai-je dit. Je serai là quand tu reviendras. Elle m'a embrassé à nouveau, plus profondément cette fois. J'ai tellement de chance. Elle est partie avec le soleil dans les cheveux et déjà du sable dans son sourire. J'ai versé son café dans l'évier et j'ai essuyé le rouge à lèvres de ma bouche. Elle pensait danser sur scène, mais j'avais déjà commencé à tirer le rideau. Le samedi suivant, je n'ai pas hésité. Aucune hésitation, aucun débat, aucun argument interne sur la confiance ou la foi ou la sainteté des vœux. Le temps d'accorder le bénéfice du doute était passé. Le doute n'était plus une question. C'était un diagnostic. Sophie se réveilla tôt, fredonnant à nouveau sous la douche. Le même parfum d'agrumes s'échappait de la salle de bain, celui qu'elle ne portait jamais pour moi. Elle entra dans la chambre enveloppée dans une serviette, des gouttelettes glissant sur ses épaules. Elle me sourit comme si elle voulait peindre un tableau d'innocence sur un mur fissuré par la culpabilité. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle en essorant ses cheveux. « Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour où je me tiendrai enfin debout sur ma planche pour de vrai. »« Tu as progressé vite, » dis-je. Un clignement, un éclair de fierté, puis un baiser sur ma joue, sa bouche douce, mais son pouce accélérant près de son cou. Elle sentait la nervosité. Excitée. Vivante. À plus tard, murmura-t-elle. J'acquiesçai sans lever les yeux. Amuse-toi bien. Ses clés tintèrent, la porte se referma d'un clic, et je comptai jusqu'à 40 avant de me lever. Elle pensait qu'elle construisait son histoire d'évasion. Elle pensait que je la laissais faire, et peut-être que oui, mais pas comme elle l'imaginait. J'ai pris le même chemin que la dernière fois, la suivant à plusieurs voitures de distance. Virage familier, la même playlist qu'elle utilisait toujours quand elle avait besoin de courage. De la surf pop entraînante, ironique dans sa gaieté. Elle ne me remarqua pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son esprit, elle avait déjà gagné le mensonge, mais elle ne se dirigea pas vers la plage. Elle dépassa la sortie, continua à rouler. Ma mâchoire se serra, mais je restai calme. Cela ne me choqua pas. Cela confirmait simplement ce que mes os savaient déjà. Elle se gara sur le parking du motel du littoral, un motel de plage économique avec des balustrades turquoises délavées et du papier peint à palmier dans le hall. Le genre d'endroit où les adolescents se faufilent pour perdre leur virginité, et les gens mariés l'utilisent pour faire semblant de ne pas ruiner leur vie. Je me garai de l'autre côté de la rue, derrière une cabane de fruits de mer faisant la publicité de la soupe de palourde et de bière bon marché. De mon angle, je voyais tout. Sophie sortit de la voiture, ajustant sa bretelle de bikini sous sa chemise ample. Elle n'avait pas apporté sa planche, pas de combinaison,
juste son corps et un sourire dissimulé comme un secret au coin de ses lèvres. Puis il arriva. Le camion argenté de Marc, comme toujours. Il en sortit, portant un short de bain et des lunettes de soleil, les cheveux encore humides d'une vraie séance de surf matinale. Il ne regarda pas autour de lui. Pourquoi l'aurait-il fait? Les secrets vous rendent audacieux jusqu'à ce qu'ils vous enterrent. Elle marcha vers lui rapidement, comme si la gravité n'existait qu'entre leurs corps. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais la façon dont leurs mains trouvèrent les épaules l'un de l'autre était pire. Familier. Confiance. Il souleva son sac pour elle. Une seule clé à la réception. Une seule chambre. Ils disparurent dans l'escalier. Je ne bougeais pas. Le vent agitait la bannière de la cabane de fruits de mer au-dessus de ma tête. Une fille cria quelque part au-dessus du toit. Un couple passa en se tenant la main, riant comme si le monde avait encore un sens. Et je restais là dans la voiture, témoin silencieux de mon propre effondrement. C'était une colère qui m'envahissait. Pas de feu, pas de fureur, quelque chose de plus froid, de plus contrôlé. Le genre de calme qui précède la tempête. Pas le genre destructeur, mais le genre pur. Celui qui purifie l'air après qu'une pourriture s'est installée trop longtemps. J'ai attendu 20 minutes, non pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que la patience est la forme de silence la plus puissante. Puis je suis sorti, j'ai traversé la rue et j'ai levé mon téléphone. Une photo de sa voiture garée à côté de la sienne, une d'eux entrant. Une du numéro de la chambre sur la balustrade, puis un dernier cliché, juste la porte fermée hermétiquement comme la vérité derrière. Des preuves, propres, minimales, chirurgicales. Je n'ai pas frappé à la porte, n'ai pas exigé de réponse, n'ai pas crié ni ne me suis effondré sur l'asphalte comme un personnage brisé dans un mélodrame. J'ai simplement tourné les talons et suis retourné à ma voiture comme un homme qui avait déjà fait la paix avec le passé. Rentrer à la maison était presque paisible. La brise par la vitre entr'ouverte, l'océan s'étirant à mes côtés comme une promesse d'une vie encore intouchée par sa trahison. Je ne tremblais pas, ne pleurais pas. Il n'y avait pas de tempête en moi, juste de la clarté. Je regardais mes mains sur le volant. Elles étaient stables, fortes, capables. Les mains d'un homme qui se prépare, qui ne panique pas. Je n'avais pas besoin de la confronter là. La confrontation leur donne du pouvoir. Déni, larmes, explications répétées dans les salles de bain et murmurées dans les draps d'hôtel. Non, cette histoire ne se terminerait pas par une dispute dans un motel. Elle se terminerait selon mes conditions. Calme, précise, irréfutable. Je suis entré dans la maison comme si c'était n'importe quel autre samedi. J'ai fait du café, ouvert les fenêtres. La cire de surf qu'elle gardait toujours dans le tiroir a capté la lumière du soleil. Je l'ai tenue, je l'ai sentie. Une vie que je pensais que nous construisions a défilé comme un mirage. Puis je l'ai remise soigneusement parce que la vérité était simple maintenant. Elle avait déjà choisi son monde. Je me préparais simplement à m'en retirer. Pas comme un homme abandonné, comme un homme qui refuse de se noyer dans la marée d'un autre. C'est étrange comme une vie peut se défaire en silence. Pas de cris, pas d'assiettes cassées, pas de départ dramatique, juste des clics, doux, des comptes bancaires, des mots de passe, des serrures. Un démantèlement lent et précis du monde qu'elle croyait toujours être le sien. Le lundi matin, j'ai ouvert le compte d'épargne joint et j'ai retiré exactement la moitié jusqu'au dernier centime. Ni plus, ni moins. J'ai laissé une note dans la colonne du grand livre pour le retrait. Par équitable. Qu'elle y lise ce qu'elle voulait. Je ne volais pas, je réclamais. Après cela, j'ai rencontré un avocat. Je ne suis pas là pour discuter, ai-je dit clairement. Je suis là pour me préparer. Il a levé un sourcil, mais n'a pas demandé pourquoi. Il a juste ouvert un dossier et cliqué sur son stylo. Nous avons rédigé les documents, discuté de la division des biens et de la manière de rester civil, mais définitif. Il a salué ma clarté. C'est ce que fait la trahison. Elle vous disent-ils, vous aiguise, brûle les excuses jusqu'à ce qu'il ne reste que le cœur. La maison était à mon nom, un héritage de mes parents avant notre mariage. Sophie avait toujours discrètement ressenti ce détail. Maintenant, cela comptait car cela signifiait qu'elle n'aurait nulle part où se tenir quand je lui retirerais le tapis sous les pieds. À la maison,
j'ai fouillé dans les tiroirs du bureau pendant qu'elle était au yoga, ou plutôt, au yoga. Je ne vérifiais plus. Il ne s'agissait plus de la surprendre. Je l'avais déjà fait. Maintenant, il s'agissait de m'isoler. De lui retirer son accès, ses tentacules, son récit. J'ai copié tous les documents importants, titres, déclaration de revenus, police d'assurance. Je les ai scannés sur un disque chiffré et j'ai rangé les originaux. Le coffre-fort dont nous plaisantions autrefois en disant qu'il était trop paranoïaque pour être utilisé était maintenant mon secret le mieux gardé. Ensuite, les mots de passe, les emails, les comptes de streaming, le forfait téléphonique, les services publics. Tout ce que je possédais, je l'ai récupéré tranquillement, soigneusement, sans alerte. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle a laissé tomber ses clés dans le bol et m'a salué d'un baiser sur la joue. Elle sentait le shampoing d'hôtel et le parfum d'un autre homme. Elle portait des leggings comme si elle avait transpiré, mais son eyeliner était toujours parfait. « Tu as déjà commandé à manger ?» a-t-elle demandé en accrochant son sweat à capuche. « Salut », ai-je répondu. « Ton plat préféré ?» Son sourire était chaleureux, reconnaissant, comme si elle croyait que c'était une guérison. « Tu es incroyable », a-t-elle murmuré. J'ai embrassé son front. Laisse-la le penser. Cette semaine-là, j'ai arrêté d'initier les rapports sexuels. Elle ne l'a pas remarqué au début. Puis, le mercredi, elle est montée au lit à nouveau nue, pressant son corps contre le mien. « Ça va ?» a-t-elle murmuré. « Tu as été silencieux ces derniers temps. »« Fatigué ?» ai-je dit. Elle a caressé lentement ma poitrine. « Tu m'as manqué. » Je me suis tourné et l'ai embrassé juste une fois. Je suis là, mais je n'y étais pas. Elle dormait contre un fantôme. Vendredi, j'ai appelé notre conseiller financier et l'ai retiré de toutes les autorisations partagées. Puis j'ai ouvert un compte courant privé dans une autre banque. J'ai transféré assez pour couvrir les 6 prochains mois de ma vie sans interruption. Ce n'était pas de la panique. C'était des échecs. Sophie a commencé à remarquer de petites choses. Pourquoi Netflix est-il déconnecté ? A-t-elle demandé jeudi soir. Ça a dû planter, ai-je dit. Je n'arrivais pas à accéder à notre site de récompense de cartes de crédit. 1. Je vais vérifier. Elle a froncé les sourcils un instant, mais seulement un instant. Elle voulait croire que je ne changeais pas. Alors, elle a ignoré ce qui était juste devant elle. C'est ce que font les tricheurs. Ils projettent leur propre tromperie sur les autres et supposent que tout le monde ment aussi. Mais quand vous restez silencieux, vraiment silencieux, ils rempliront le silence avec l'histoire qu'ils veulent croire. Elle pensait que nous guérissions. Je construisais une sortie. Le samedi matin, elle s'attarda encore dans l'embrasure de la porte. Je pense que nous devrions faire un voyage bientôt, dit-elle avec éclat. Quelque part au chaud. Juste nous. Sans distraction. Je souris. Ça a l'air sympa. Elle s'illumina, s'approcha, m'embrassa lentement, les mains dans mes cheveux comme si nous étions de retour à la première année. Je lui rendis son baiser juste assez, pas plus. Elle inclina la tête. « Tu es sûr que ça va ? » ? « Oui, parce que tu as été distant. » Je pris sa main doucement, embrassai ses jointures. Je pense juste à quel point les choses ont changé. Elle s'adoucit. Mal interprétant. Je sais, mais je pense que nous nous retrouvons. J'acquiesçai. Elle le crut. Cette nuit-là, elle s'endormit à nouveau sur ma poitrine. Son souffle chaud contre ma peau, sa jambe enchevêtrée à la mienne comme si elle revendiquait son territoire. Je fixai le plafond, comptant les rotations du ventilateur, calant ma respiration sur la sienne, imaginant le moment où tout s'arrêterait. Bientôt, pensai-je, bientôt le masque tomberait. Mais pas encore. Pas avant qu'elle ne s'enfonce suffisamment dans le mensonge pour en être enterrée. Le dimanche après-midi, elle laissa son téléphone face vers le haut par erreur. Un message de Marc vibra. Je n'arrête pas de penser à toi dans ce lit de motel. Tu es dans mon sang maintenant. Elle ne remarqua pas que je l'avais vue. Elle était dehors en train d'arroser le basilic qu'elle oubliait toujours. Jouant à la femme au foyer comme une femme qui n'avait pas la sueur d'un autre homme imprégné dans ses pores. J'éteignis l'écran. Je n'avais pas besoin de lire davantage parce que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Pas de rage, pas de vengeance,
juste le contrôle. Le contrôle des faits. Le contrôle du timing. Et bientôt le contrôle de la porte. Elle ne franchirait plus jamais. Désormais, ses habitudes étaient plus prévisibles que le lever du soleil. Les samedis matins signifiaient des sacs de plage remplis de lingerie cachés sous les bikinis. Cela signifiait des vaporisateurs corporels destinés à masquer le sexe plutôt qu'à l'attirer. Cela signifiait de fausses vagues, de fausses leçons et une très réelle trahison. J'ai suivi à nouveau, sachant cette fois que ce serait la dernière. Je ne me suis pas réveillé tôt pour me remettre en question. Je ne me suis pas demandé si j'étais paranoïaque, froid ou cruel. Je me suis réveillé en sachant que c'était la dernière fois que je suivrais la femme que j'avais épousée. Après aujourd'hui, je n'aurais plus à me poser de questions. Je suis resté plus loin derrière sa voiture que d'habitude. Je connaissais ses virages, son timing. Je pouvais prédire les feux jaunes qu'elle passerait en courant et ceux pour lesquels elle freinerait trop tard. Je n'avais pas besoin d'être proche. Je devais juste être sûr. Elle n'est pas allée au motel du littoral cette fois. Elle a roulé plus loin sur la route côtière, dépassant les spots de surf plus fréquentés, vers une zone plus isolée où les vagues étaient plus fortes, plus rudes, le genre de déferlement que seuls les surfeurs expérimentés allaient chercher. Marc était déjà là, son camion garé, torse nu à nouveau, sa peau bronzée comme s'il avait été trempé au soleil. Il était appuyé sur le capot, les bras croisés, ce sourire arrogant comme s'il possédait déjà ce qui n'était pas à lui. Elle s'est arrêtée à côté de lui, est sortie et est immédiatement entrée dans son espace. Aucune hésitation, aucun regard nerveux, juste une femme à l'aise dans un rythme qu'il n'avait clairement pas commencé juste maintenant. Ils se sont embrassés. Pas un petit baiser, pas un salut, un baiser qui appartenait à une chambre à coucher. Profond, lent, les mains errant sur les côtes et les hanches. Ses paumes se glissèrent sous l'ourlet de sa chemise. Ses doigts effleurèrent la ceinture de son short. C'est tout. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai levé le téléphone et enregistré juste quelques secondes. Leurs corps proches, leurs bouches entr'ouvertes comme s'ils venaient de reprendre leur souffle. Ses bras noués derrière son cou. Elle s'éloigna juste pour dire quelque chose qui le fit rire. Un de ces rires profonds et satisfaits qui ne vient que d'un homme qui pense qu'il gagne. Puis ils marchèrent vers le rivage. Pas de planche, pas d'équipement, juste des serviettes et un secret partagé. Je ne les ai pas suivis jusqu'à la plage elle-même. Je n'avais pas besoin de la regarder se déshabiller pour lui. Je n'avais pas besoin de voir quelle position ils avaient utilisée cette fois sur le sable. Je n'avais pas besoin d'entendre ces gémissements avalés par les vagues. La vérité était déjà enregistrée. Et le dernier mensonge venait de prendre fin. Je suis rentré en voiture avec le téléphone sur le siège à côté de moi. La vidéo encore fraîche sur l'écran. Je ne l'ai pas regardée à nouveau. Je n'y ai même pas pensé. J'ai juste conduit. Chaque kilomètre était une libération. Chaque minute qui passait, un poids s'enlevait de ma poitrine. Ce n'était plus un chagrin d'amour. C'était une transition. Le moment où vous arrêtez de vous battre pour quelque chose de déjà perdu. J'ai garé la voiture dans l'allée et je suis resté assis là une minute, fixant notre maison, les herbes encore fanées à la fenêtre, ses sandales près de la porte, la laisse de notre chien toujours accrochée au mur et non utilisée depuis qu'elle avait dit qu'elle était trop occupée dernièrement. Je suis entré comme si j'étais le propriétaire des lieux, parce que je l'étais. Plus de simulacre, plus d'accommodement à son fantasme. J'ai ouvert mon ordinateur portable, téléchargé la vidéo et l'ai glissé dans un email. Pas de ligne d'objet, pas de texte, pas de commentaire, juste la preuve. Je l'ai envoyé à son compte privé, celui dont elle ne pensait pas que je connaissais l'existence, celui connecté à son ancienne adresse universitaire. Je l'avais vu une fois il y a longtemps quand elle m'avait montré sa boîte de réception par erreur et avait rapidement minimisé l'onglet. Elle pensait que j'avais oublié. Elle sous-estimait toujours à quel point je me souvenais quand j'étais silencieux. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai désactivé les notifications et mis mon téléphone en silencieux. C'est tout. Pas de tir de sommation, pas de confrontation, pas d'accusation dramatique, juste la vérité. Froide, nette, indéniable. Cela a pris 30 minutes. Le premier appel est arrivé pendant que j'étais dans le garage à réorganiser la boîte à outils. Son visage a illuminé l'écran. Je l'ai regardé vibrer une fois, puis s'éteindre, puis à nouveau. Encore.
5 appels. 8h15. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS une fois. S'il te plaît, appelle-moi. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment sa langue s'est retrouvée dans la bouche de quelqu'un d'autre chaque week-end? Comment son ex lui a magiquement appris à surfer sans planche? 23 appels au total. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai balayé le sol du garage. Le gravier, la poussière et la vieillissure se sont dégagés sous mon balai en rangée nette, ordonnant le chaos, le contrôle et les conséquences. Mon téléphone est resté face cachée sur l'établi, silencieux, tout comme moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Il n'y avait pas de place pour la rage. Pas maintenant. Quand vous voyez la carte entière, chaque virage, chaque mensonge, chaque moment où ils ont dévié de l'amour vers l'égoïsme, il ne reste qu'une seule chose. La paix. Pas la joie, pas la vengeance, juste le calme. Parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas. Elle pensait que c'était le pire. La découverte, l'exposition. Mais ce n'était pas ça. Le pire était encore à venir. Et il arriverait quand elle rentrerait à la maison. Je n'ai pas répondu au premier appel ni au second. Au 5e, j'avais déjà coupé la sonnerie. Laissant la vibration pulser contre l'établi dans le garage comme une alarme lointaine pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Sophie était en train de s'effondrer. Je pouvais le sentir même à 30 mètres et à travers 2 murs. Et pourtant, je n'ai pas regardé mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai continué à poncer le bord de la vieille étagère en cèdre que j'avais l'intention de réparer depuis des mois. Un rythme calme, presque méditatif, de longs coups, une pression contrôlée. J'ai laissé le grain user la rugosité. Laissant le silence l'user de la même manière. La preuve avait déjà été livrée. Une courte vidéo, simple, indéniable. Sa bouche sur celle de Marc, ses mains sur sa poitrine. Ses yeux fermés dans une dévotion qui ne m'appartenait plus. Pas de texte, pas de légende, juste des preuves. L'équivalent numérique d'une lame de guillotine. Les appels sont devenus plus fréquents après cela. 10, 14, 20. Mon téléphone s'est illuminé avec son visage encore et encore. Le même selfie qu'elle avait défini comme photo de contact lors d'un road trip oublié depuis longtemps. Ses cheveux balayés de côté par le vent, souriante comme si elle n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Maintenant, ce visage était un fantôme, vivant, figé en pixels. Je n'ai pas touché l'écran, je ne l'ai même pas retourné. Au lieu de cela, je suis sorti, laissant l'air du début de soirée m'envelopper. Le soleil était encore au-dessus des toits, projetant une lumière dorée sur la pelouse que j'avais tondue la semaine dernière pendant qu'elle était au surf. Quand je faisais encore semblant de ne pas savoir. Le 23e appel est arrivé à 18h42. Pas de messagerie vocale, pas de SMS après celui d'avant. Celui qui disait, s'il te plaît, appelle-moi. Je peux expliquer. Expliquer. Ils veulent toujours expliquer. Comme si le contexte rendait la trahison moins tranchante. Comme si la tricherie devenait tolérable quand on comprenait les motifs qui la sous-tendent. Il n'y a pas d'explication qui vaille d'être entendue. Aucune phrase qui efface l'image de votre femme pressant ses lèvres sur la gorge d'un autre homme comme si c'était chez elle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de closure parce que la closure implique quelque chose de mutuel, un accord, une douleur partagée, une fin civilisée. Ce n'était pas ça. C'était un enterrement. J'ai passé le reste de la soirée au garage. J'ai vidangé l'huile de la tondeuse. J'ai aiguisé les sécateurs. J'ai fait des choses avec mes mains pour calmer la tempête. Mon téléphone a vibré une fois de plus, mais je ne l'ai pas vérifié. Je savais déjà ce que j'allais voir. Elle mendiant avec des mots polis, demandant une chance de clarifier, de parler, de réparer, mais certaines choses ne se réparent pas. Certaines choses sont reconnues, puis elles sont enlevées comme des tumeurs. Il était 20h15 quand j'ai vu les phares entrer dans l'allée. Je n'ai pas bougé. Je suis resté dans le garage, essuyant l'huile de mes doigts en écoutant le bruit de la portière de sa voiture qui s'ouvrait. Elle a hésité à l'entrée, les clés tintant, réalisant peut-être ce qui n'était plus là parce que je lui avais déjà retiré l'accès au garage. J'avais changé la serrure de la porte intérieure. J'avais réinitialisé le code du panneau de sécurité.
Elle n'avait aucune idée qu'elle était à l'extérieur maintenant. Je l'imaginais essayant la poignée, la confusion se transformant en panique. Je l'imaginais vérifiant son téléphone à nouveau, le reçu se moquant de son silence par son vide. Elle n'a pas frappé. Pas encore. Peut-être savait-elle mieux. Peut-être espérait-elle encore que ce n'était pas réel. J'ai laissé les lumières allumées dans la maison. Non pas parce que je voulais la narguer, mais parce que je ne voulais pas me cacher. Je ne boudais pas. Je n'avais pas peur. J'étais occupé. Et elle n'existait plus à l'intérieur de cette structure. C'est la partie que la plupart des tricheurs ne comprennent pas. Ils pensent que la douleur est synonyme d'obsession. Que la trahison vous lie à eux pour toujours. Mais certaines trahisons ne lient pas. Elles coupent définitivement. À 21h12, elle envoya à nouveau un SMS. Tu vas bien? S'il te plaît, dis juste quelque chose. On peut parler. J'ai fait une erreur. 3 points apparurent, puis disparurent. Elle tapait, effaçait, retapait, effaçait à nouveau. Je l'imaginais sur le porche, les cheveux ébouriffés par le vent, le mascara commençant à couler, le téléphone dans les 2 mains comme un bouclier. Mais je ne répondis pas. J'étais dans la cuisine à ce moment-là, me servant un verre. Du bourbon pur. La bonne bouteille que j'avais gardée pour un anniversaire que nous n'aurions jamais. Je sirotais lentement, savourant le silence. Ce fut ma réponse. À 21h45, elle avait cessé d'essayer. Plus de SMS, plus d'appels. Peut-être était-elle retournée chez lui. Peut-être était-elle blottie dans la voiture, essayant de trouver un discours qui pourrait annuler la preuve vidéo. Peut-être réalisait-elle enfin que quand vous faites votre lit dans la chambre de motel de quelqu'un d'autre, vous ne rentrez pas chez vous pour dormir dans le mien. J'ai laissé le téléphone chargé dans la salle de bain. Je ne l'ai plus vérifié. Je n'ai pas fait défiler sa chronologie. Je n'ai pas cherché d'autres mensonges. Il n'y avait plus rien à apprendre. Je savais qui elle était maintenant. Pas la pire version, pas même une étrangère, juste sa vérité. Et je n'en avais plus aucune utilité. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Non pas parce que j'évitais notre lit, mais parce que je voulais m'étirer sous le ventilateur de plafond, verre à la main, la brise sur ma poitrine, sachant que toute la maison était enfin à nouveau la mienne. J'ai fermé les yeux tandis que la glace fondait. Le silence était chaud, complet. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore gris-bleu, cette couleur que le monde prend avant que le soleil ne s'engage pleinement. J'ai préparé du café, noir et fort, et je me suis tenu pieds nus dans la cuisine pendant que la maison respirait le silence autour de moi. Aujourd'hui était le jour. Aujourd'hui, la maison correspondrait à la vérité. J'ai ouvert le placard dans le couloir et j'ai sorti les kits de serrurerie que j'avais achetés quelques jours plus tôt. Un pour la porte d'entrée, un pour la porte arrière, un pour le garage, un pour le portail latéral. Un par un, j'ai retiré son accès. À chaque tour de tournevis, quelque chose a changé en moi. Pas de satisfaction, pas de victoire, juste une libération. Je ne me sentais ni fier ni cruel. Je me sentais aligné. Au moment où le soleil a frappé le salon, le travail était fait. Chaque point d'entrée qu'elle utilisait autrefois pour appeler cet endroit sa maison était maintenant un mur qu'elle ne pouvait pas traverser. Ses clés étaient obsolètes, comme sa présence. Je n'ai pas touché à ses affaires avant le déjeuner. Non par hésitation, juste par timing. Je voulais que la journée soit calme. Je voulais que le moment de son retour soit sans équivoque. Alors, j'ai travaillé lentement, délibérément. J'ai pris ses vêtements du placard, pliant tout avec le soin d'un homme qui n'est pas poussé par la rage. Oh, robe, sous-vêtements, leggings de sport qu'elle portait pour d'autres hommes. Pliés, empilés, scellés dans des boîtes. Je n'ai rien étiqueté. Juste scotché chaque boîte, nette et propre. Les chaussures sont venues ensuite. Talons, chaussures plates, sandales, baskets. Je les ai alignées côte à côte dans un conteneur comme pour préparer une vente de garage que je n'organiserai jamais. Ses livres, ses gravures encadrées, son sèche-cheveux, sa collection de verres de mer qu'elle m'avait un jour dit être sacrée depuis l'enfance. Bien que maintenant je me demandais combien d'histoires elle avait inventées juste pour paraître plus profonde qu'elle ne l'était. Tout est allé dans des boîtes. Pas violemment,
pas à la hâte, juste fait. J'ai porté chacune d'elles sur la pelouse avant. 8 boîtes au total. Un sac de sport avec des articles de toilette, une trousse de maquillage avec ses initiales monogrammées. Sa vie arrangée, réduite, exposée sous un ciel ouvert. Je les ai empilées soigneusement, précisément, comme un étalage de mauvaises décisions d'une autre personne. Puis j'ai pris l'enveloppe manie du tiroir, y ai glissé les papiers de divorce signés. Pas de lettres, pas de mots, pas de citation d'un poème qu'elle n'aurait de toute façon pas voulu dire. Juste la vérité, tamponnée, datée, finale. Je l'ai scotché à la porte d'entrée, centrée, non cachée. Encre noire audacieuse. Ne pas contacter. Je me suis douché, rasé, mis des vêtements propres, et je suis parti. Je ne suis pas resté pour la regarder tout découvrir. Ce n'est pas comme ça que la paix fonctionne. Je n'avais pas besoin de la scène, des pleurs, des cris, des dernières manipulations déguisées en chagrin d'amour. Je ne voulais pas la voir réaliser ce qu'elle avait perdu. Je voulais juste qu'elle sache que c'était permanent. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, j'ai déjeuné, j'ai fait une promenade près de la librairie, je me suis acheté un nouvel exemplaire d'un roman que j'avais aimé autrefois mais que je n'avais pas lu depuis avant de la rencontrer. Je me suis assis sur un banc du parc et j'ai ouvert à la première page comme si j'avais tout le temps du monde. Parce que maintenant, je l'avais. Le premier SMS arriva vers 16h05. Où es-tu? Je ne répondis pas. Puis, pourquoi je ne peux pas entrer? Puis, qu'est-ce qui se passe? Une photo des cartons sur la pelouse suivie. Une autre de l'enveloppe, puis un message vocal. Je n'ai pas écouté. Je voyais sa bouche bouger en prévisualisation tandis que sa voix mourait et se brisait. Je la laissais crier dans le vide numérique parce qu'elle ne me parlait plus. Elle parlait à la partie d'elle-même qui pensait encore que je pouvais être dupé. Les voisins faisaient semblant de ne pas regarder, mais je savais mieux. Les Dupont d'en face s'asseyaient toujours sur leur porche à 7 heures. Ils l'ont vu. Les cartons. La silhouette frénétique qui faisait les 100 pas dans l'allée, son téléphone pressé contre son oreille. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Elle pleurait, vérifiait la poignée, lisait la ligne de divorce 3 fois, ne comprenant pas comment on en était arrivé là, son histoire s'effondrant autour d'elle. Elle envoya un autre SMS, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me jeter comme des ordures. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais tout plié, scellé, posé à la lumière du soleil. Les ordures sont jetées dans le noir. Je lui avais donné une exposition complète et maintenant elle devait faire avec. Pas de cris, pas de disputes, juste des décisions qui lui étaient rendues en carton et en silence. Je suis rentré après le coucher du soleil. Les cartons avaient disparu. Elle aussi. Tout ce qui restait était l'enveloppe manie déchirée et laissée sur la pelouse comme une accusation. Je l'ai ramassée, j'ai essuyé le coin et je l'ai apportée à l'intérieur. Pas pour la garder, juste pour la classer, parce que ce chapitre était maintenant clos. Chaque serrure changée. Chaque pièce vidée, chaque illusion terminée. Elle est revenue le lendemain matin. Je l'ai entendue avant de la voir. Des pas frénétiques sur l'allée d'entrée. Le bruissement de sacs en plastique. Le doux tintement de carton posé trop vite. Puis les coups ont commencé. Pas des coups doux, pas des recherches. Des coups secs, désespérés, exigeants. Ouvre la porte, a-t-elle crié. On doit parler. Je n'ai pas bougé de la table à manger. Café à la main. Tranquille dimanche matin. Le soleil tombait sur le parquet comme si rien de tout cela ne me touchait. D'une certaine manière, ce n'était plus le cas. Un autre coup. Un point cette fois. Le bruit de la peur essayant de se déguiser en colère. Tu ne peux pas me verrouiller dehors. C'est notre maison. Ce n'était pas le cas. Ni légalement. Ni moralement. Elle n'a jamais appartenu à quelqu'un qui la traitait comme une zone de préparation entre les mensonges. J'ai pris une gorgée calme. À travers les stores. J'ai vu son visage écarquillé, détruit, les cheveux ébouriffés, les vêtements froissés, le mascara maculé par la panique de la nuit dernière. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été sorti de sa propre gravité et ne savait plus où atterrir. Elle a secoué la poignée. S'il te plaît, juste, s'il te plaît, parle-moi. Je suis resté immobile comme une pierre au fond de l'océan.
Le silence a un poids, et aujourd'hui il l'écrasait. Il y a un genre de panique spécifique qui survient lorsque quelqu'un réalise que l'amour ne les sauvera plus. Ce moment où le héros de leur fantaisie refuse de jouer le rôle. Elle le ressentait maintenant. Un doux sanglot frappa la porte. Puis un autre. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas nous faire ça. Il n'y avait plus de « nous ». Finalement, elle a glissé le long de l'extérieur de la porte. Je l'ai entendu. Le grincement de son jean, le bruit sourd de son épaule frappant le bois. Elle était assise les genoux contre la poitrine, se brisant en temps réel. Je n'ai pas regardé par le Judas. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Je l'ai juste laissé se noyer dans le silence qu'elle avait mérité. Les voisins faisaient à nouveau semblant de ne pas regarder. Cette préoccupation suburbaine mêlée de voyeurisme. Rideaux qui bougent, stores qui s'écartent. Les gens aiment un spectacle tant que ce n'est pas le leur. De l'autre côté de la rue, Madame Dupont s'arrêta sur son porche, arrosoir à la main. Pas jugeante, pas apitoyée, juste observant une vérité qu'elle avait probablement soupçonnée bien avant moi. Finalement, Sophie frappa à nouveau. Je sais que j'ai foiré. D'accord, je sais. Laisse-moi juste expliquer, s'il te plaît. C'était là. Ce mot encore. Expliquer. La trahison veut toujours un monologue. Il le répète, le police, le tord dans quelque chose de noble. J'étais seul. Nous nous sommes éloignés. Je ne voulais pas. C'est arrivé, mais rien n'arrive. Elle a brûlé le pont, puis a essayé de revenir en courant à travers les cendres. Je suis resté silencieux. Vers l'heure du déjeuner, le ton a changé. La colère est revenue. La peur déguisée en fureur. J'ai des droits, tu sais. Tu ne peux pas me verrouiller dehors. J'ai tranquillement glissé la lettre de l'avocat sur mes genoux et l'ai parcourue à nouveau. Je pouvais. Je l'avais fait. Chaque mécanisme légal était en place. Je n'étais pas dérangé. J'étais préparé. La planification est une gentillesse que vous accordez à votre futur moi. Mon téléphone a vibré. 29 messages vocaux maintenant. Des dizaines de SMS. Chacun un peu plus fracturé que le précédent. Tu réagis de manière excessive. On peut arranger ça. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Tu es cruel. S'il te plaît. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Réponds-moi. Besoin, pas amour. L'amour ne rentre pas quand la porte se verrouille. La vérité le fait, ou dans son cas, la panique le faisait. J'ai de nouveau mis le téléphone en mode silencieux. 1 heure plus tard, j'approchais enfin du foyer. Pas pour elle, pour moi. Pour regarder la porte et voir de la résolution là où vivait autrefois la faiblesse. Sa voix était un murmure rauque à travers le bois. Tu es là? Je sais que tu le es. Je posai ma main contre le mur, pas la porte, sentant la surface fraîche. Solide, inébranlable. Tu me fais peur, dit-elle. Elle n'avait pas eu peur quand elle se déshabillait dans les chambres de motel. La peur n'arrive que lorsque les conséquences arrivent. Sa voix trembla, à peine audible maintenant. Je ne veux pas te perdre. Trop tard. Le seul bruit après cela fut le reniflement maladroit et étouffé de quelqu'un qui essayait de ne pas s'effondrer complètement. Puis des pas, puis le silence. Elle était repartie. Des heures passèrent avant que je ne vérifie dehors. L'allée était vide. La pelouse dégagée. Un seul objet restait. Son vieux sweat à capuche, oublié ou tombé. Bleu pâle, cordons effilochés. Il était à moi avant qu'elle ne le vole lors d'une tempête hivernale il y a des années, disant qu'il sentait mon odeur. Maintenant, il ne sentait rien. Je le laissais là où il était. Certains fantômes ne méritent pas de placard. Cette nuit-là, la maison était calme. Le genre de silence qui emplit chaque pièce, non pas d'absence, mais de paix. J'ai préparé le dîner, mangé seul, fait la vaisselle, me suis assis sur le canapé sans regarder l'heure, sans me demander où elle était, sans imaginer à qui elle mentait. Mon téléphone s'est de nouveau illuminé des heures plus tard. Un SMS. Il ne veut plus me parler non plus, Marc. Bien sûr, il ne le ferait pas.
les amants et la fantaisie survivent rarement à la lumière du jour. La trahison partagée ne construit pas, elle cannibalise. Puis, je ne sais plus où aller. Il fut un temps où j'aurais sprinté vers ces mots. Protégé, réconforté, sauvé. Mais cette version de moi n'était plus là. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre terre. Qu'elle affronte la marée qu'elle avait créée. Que le silence réponde à toutes les questions qu'elle avait posées trop tard. Et dans la maison silencieuse, la nuit tombant douce et lourde autour de moi, j'ai expiré. Le premier souffle d'une vie non partagée avec quelqu'un qui se noie dans sa propre tromperie, elle avait brisé le monde que nous avions construit. J'ai simplement refusé de me noyer dans les morceaux. Demain, elle reviendrait. Demain, elle supplierait à nouveau. Et demain, je n'ouvrirai toujours pas la porte. Parce que le silence n'est pas une vengeance. C'est une clôture. 3 mois plus tard, je vivais au bord de l'eau. Pas juste près d'elle, avec elle. Je me réveillais avec elle, je dormais avec elle. Je la laissais devenir le rythme que je suivais quand tout le reste s'effondrait. L'océan ne posait pas de questions. Il ne s'excusait pas, ne trahissait pas, ne suppliait pas. Il avançait constamment comme s'il n'avait plus rien à prouver. J'ai trouvé une petite location au nord de la ville. Une chambre, une terrasse en bois, le genre d'endroit où l'on sent le vent dans les os la nuit et où l'on laisse le sel s'installer dans les vêtements sans s'en soucier. Les premiers matins, je me suis juste assis sur le porche avec mon café, laissant la marée me rappeler à quel point j'avais évolué loin d'elle. Plus de mensonges, plus de silence armé par la culpabilité. Juste des vagues, régulières et claires. J'ai recommencé à surfer, pour de vrai cette fois. Ne poursuivant plus son histoire, n'enquêtant plus sur son affaire, juste pagayant dans l'eau froide et claire à l'aube, traversant les brisants jusqu'à ce que mon souffle corresponde au pouls de la mer. Ce n'était pas une évasion. C'était une restauration. Le corps se souvient de la trahison longtemps après que le cœur a cessé de souffrir. Mais dans l'eau, rien de tout cela n'avait d'importance. L'océan ne se soucie pas de qui vous étiez. Il vous donne juste de l'espace pour apprendre à bouger à nouveau. J'ai rencontré quelqu'un finalement, pas dans un bar, pas en ligne, juste une coïncidence. Elle s'appelait Élise. Elle travaillait dans la petite librairie près de la Jetée, la même où j'avais erré un après-midi pluvieux juste pour tuer le temps. Elle me tendit un roman et sourit sans arrière-pensée. Nous avons parlé de rien pendant une demi-heure. Elle n'a pas demandé pourquoi mes yeux étaient fatigués. Elle n'a pas essayé de me sauver. Elle a juste écouté. La deuxième fois que je l'ai vue, elle m'a demandé si je surfais. Je lui ai dit, oui maintenant. Elle a souri. C'est le meilleur genre de réponse. Nous ne nous sommes pas pressés. Nous n'avons pas mis d'étiquette. Pas de feu d'artifice. Juste une chaleur constante. Le genre qui n'a pas besoin d'attention pour respirer. Un matin, alors que l'été tirait vers l'automne, j'ai emmené Élise à la plage avant le lever du soleil. Le vent était faible, les vagues douces. Nous nous sommes assis sur le sable avec des couvertures autour de nos jambes, sirotant du café tandis que le ciel s'ouvrait en un orange doux. Elle s'est appuyée contre moi, la tête sur mon épaule, et je me suis senti présent, pleinement, vraiment là. Pas de fantôme, pas d'écho. C'est alors que je l'ai vue, Sophie. Elle se tenait peut-être à 10 mètres plus loin sur la plage près de la Jetée, enveloppée dans un sweat à capuche trop grand, les mains fourrées au fond de ses poches comme si elle essayait de se maintenir. Son regard a croisé le mien. Elle avait l'air différente, plus petite, ou peut-être juste plus silencieuse, comme si la vie avait drainé la luminosité qu'elle utilisait autrefois pour distraire le monde de la vérité. J'ai vu le scintillement dans son expression, la reconnaissance, suivie de l'effondrement doux de l'espoir. Elle a marché vers nous, lente, hésitante. Élise s'est redressée un peu, sentant le changement dans mon corps. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Ça ira » ai-je dit. Sophie s'est arrêtée à quelques pas. Elle n'a pas parlé tout de suite. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle avait une phrase préparée. Quelque chose de répété, mais elle l'a perdu au moment où elle a vu mon bras autour de la taille d'Élise. Son regard est tombé sur le sable, puis est revenu à mes yeux. « Tu as bonne mine » a-t-elle dit. J'ai acquiescé. « Je vais bien. » Elle m'a regardé, cherchant quelque chose qui n'était plus là. « Je voulais juste dire je suis désolé » a-t-elle dit,
la voix à peine audible au-dessus du bruit des vagues. Pour tout, pour la façon dont j'ai mis fin à notre relation. C'était là. Des excuses des mois trop tard. Murmuré dans le vent qui ne portait plus sa voix jusqu'à moi. Je n'ai rien dit. Elle s'est avancée. Tu étais un homme bien. Je ne savais pas comment être ce dont tu avais besoin. Je ne t'ai jamais demandé d'être quoi que ce soit, ai-je dit. Juste honnête. Cela a porté un coup. Elle a cligné des yeux rapidement, les yeux brillants. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Une erreur? Non, ce qu'elle avait fait n'était pas un faux pas. C'était un choix. Répété, délibéré. Mais je n'ai pas discuté. Je n'en avais pas besoin. Elle a regardé Élise alors, juste une seconde, et quelque chose sur son visage s'est tordu. Pas de jalousie, pas de colère, mais une perte. Elle avait brûlé le pont, s'attendant à ce que je le reconstruise. Maintenant, elle se tenait juste au bord de l'eau à laquelle elle n'appartenait plus. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je répondu. Elle a fait un signe de tête comme un rideau qui tombe, puis s'est retournée et est partie, lente, lourde, comme quelqu'un qui quitte la seule scène qu'ils connaissent. Je l'ai regardée partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la courbe de la jetée. Élise s'est appuyée à nouveau contre moi. Vieille amie, a-t-elle demandé avec prudence. Quelque chose comme ça. Tu vas bien? J'ai passé mon bras autour de son épaule et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Je vais mieux que bien, parce que c'était le cas. Les gens pensent que la trahison se termine par la rage ou la vengeance ou l'anéantissement. Mais la vérité est qu'elle se termine par le silence. Pas le genre que l'on donne à quelqu'un pour le punir. Le genre qui arrive naturellement quand on réalise qu'il n'occupe plus notre histoire. Elle surfait la nostalgie. Je surfe les marées matinales. Elle s'accrochait au passé comme du bois flotté dans une tempête. J'ai appris à nager seul et cela a fait toute la différence.